Par où on pourrait commencer pour parler de numérique avec la radio? Alors, comme tu dis, c'est assez vaste. Bon, toi-même, tu es un spécialiste du numérique et de l'innovation audio en relation avec la radio. Moi, ce que je te propose, c'est de commencer avec un peu d'histoire et notamment les premières traces du numérique dans la radio, notamment dans la relation avec les auditeurs, le contact avec les auditeurs. On a presque oublié, mais dans les années 80 et 90, on avait déjà des canaux de communication numérique avec les auditeurs, à savoir le bon vieux Minitel. Et oui, sur les radios jeunes FM, ça a pris une place importante. Chacune avait bien sûr son serveur, le 3615 Énergie, 3615 Fun Radio, etc., où on y trouvait toutes sortes d'informations sur la radio, sur ses programmes ou même des services marchands qui étaient rattachés à la radio. Dans les années 90, ces services télématiques, comme on les appelait, ont pris encore plus d'importance avec le développement des libres antennes, notamment sur les radios jeunes. Sur Fun Radio, par exemple, le 3615 Fun Radio rubrique directe permettait aux auditeurs de partager leurs messages avec les animateurs et les auditeurs, un peu des chats avant l'heure d'Internet, mais aussi pour la première fois la possibilité pour les animateurs de recevoir des réactions en direct des auditeurs sans passer par le standard. Ces services atteignaient un nombre de connexions record et vu qu'ils étaient payants, en gros de 20 à 34 centimes d'euros par minute, c'était aussi une source de revenus pour la radio. Alors bon, plus tard est arrivé Internet. Les radios, certaines ont mis un peu de temps à s'y mettre. Les expérimentations, c'était avec des chats pour les radios. Oui, c'est vrai. Les radios en général ont commencé assez tard en France à lancer leur site internet. Et c'est vrai que la première utilisation, encore une fois, ça a été avec les chats. Si je reprends l'exemple de Fun Radio, par exemple, ils ont lancé assez tôt leur chat IRC, irc.funradio.fr, voilà, dès la deuxième moitié des années 90. Et ça a progressivement remplacé le Minitel dans cette interaction avec les auditeurs. Bon, essayez par irc.funradio.fr, ça n'existe plus. Parlons des autres aspects du numérique. D'abord pour la conception des programmes. Les années 90 amènent d'ailleurs les premiers logiciels d'automation. Et oui, et c'est une autre révolution du numérique, et notamment pour les radios locales, tant commerciales que associatives. Dans les années 80, ces radios, elles complètent encore leurs heures creuses, la nuit et les week-ends, notamment avec des bandes préenregistrées ou avec des banques de programmes comme l'AFP Audio, par exemple. Mais bon, au bout d'un moment, la concurrence des réseaux était si rude que ces solutions ne suffisaient plus. Donc, pour rivaliser, il fallait vraiment une antenne personnalisée 24 heures sur 24. Et ce changement, en fait, a été fondamental pour les radios locales, l'arrivée des logiciels d'automation, car ça leur a permis de se professionnaliser et en même temps de contrôler davantage leurs coûts, notamment avec l'utilisation du voice track, qui a encore une fois permis d'améliorer aussi la personnalisation de l'antenne, et tout au long de la journée, de la nuit et du week-end, tout en maîtrisant leurs coûts. Alors niveau usage, le numérique, c'est aussi une révolution. Ça commence comment? On se souvient que dès la fin des années 90, les radios musicales, dont la première d'entre elles, Énergie, se posent des questions sur l'impact à l'époque des baladeurs numériques dans la consommation des radios musicales et donc de la consommation de la musique. À l'époque, la peur de radios comme Énergie se focalisait sur l'iPod d'Apple, qui a quasiment disparu aujourd'hui. Et effectivement, la menace ne viendra pas des baladeurs. D'ailleurs, Énergie deviendra même première radio de France devant RTL au début des années 2000. Non, il faudra attendre l'émergence de la DSL, puis des smartphones, des Spotify, et puis plus tard des réseaux sociaux pour voir un réel impact sur les audiences. Aujourd'hui, on est à l'apogée de ce risque, avec les audiences des radios musicales très fortement impactées par le numérique. Des millions d'auditeurs ont déserté les ondes. Alors, c'est pas que la musique, hein. De manière générale, les smartphones ont accaparé du temps de cerveau disponible qui était autrefois accaparé pour la radio. Quelle attitude a pris l'industrie radio face à ces menaces au fil des années? C'est assez intéressant, pour répondre à ta question, c'est assez intéressant de regarder l'évolution sur 10 ans des programmes, des conférences professionnelles de l'industrie radio, comme par exemple les Radio Days Europe ou le Paris Radio Show. Il y a 10 ans encore, certaines sessions se consacraient effectivement à ces nouveaux risques, mais je dirais avec un regard assez distant et circonspect, un peu du style, bon, le mieux c'est de pas faire grand-chose, de consolider nos acquis et de continuer à faire ce qu'on sait faire de mieux et qui sera de toute façon irremplaçable pour nos auditeurs. Alors c'était en partie vrai, puisque le socle d'auditeurs de la radio encore aujourd'hui reste très fort. On a toujours 70% de la population qui écoute la radio de manière quotidienne et même 80% de manière hebdomadaire. Mais bon, cela dit, il y a quand même une baisse très importante, notamment récemment, et notamment une saignée chez les jeunes. Et l'industrie a dû progressivement revoir sa copie, hein. Les auditeurs, certes,
aiment que des programmateurs leur préparent, leur chouchoutent une antenne en direct avec des enchaînements parfaits, le bon disque au bon moment, de l'info, de l'animation au poil, je dirais. Mais inexorablement, les smartphones ont aussi éduqué les gens à être leurs propres programmateurs dans tout ce qu'ils font. Leur audio, mais aussi le reste, leur contenu, leurs loisirs, leur information, etc. Dans leur vie, en somme. Donc voilà, le smartphone, c'est une nouvelle télécommande. Et ces dernières années, si on regarde les programmes de ces conférences professionnelles de l'industrie radio, on voit que progressivement, on a commencé à parler davantage de contenu, des nouveaux modes de consommation, notamment en différé, de la présence sur le numérique, sur les réseaux sociaux, etc. Et bien sûr aussi sur la façon de les monnayer, puisque qui dit nouveaux canaux dit eh bien des potentielles nouvelles sources de revenus, surtout quand la façon traditionnelle de faire de la radio, le chiffre d'affaires sur cette partie-là est en baisse. Alors dans le numérique, il y a aussi les canaux de diffusion. Le podcast est apparu il y a une vingtaine d'années déjà, mais il y a aussi les portails d'agrégation de contenu, tant pour le direct que le différé. On a vu aussi récemment l'apparition de Radio Player en France. On en parlera juste après avec Yann Le Garçon, directeur général de Cosmos, qui opère cette plateforme. Mais bien avant, il y avait TuneIn et tout un tas de portails tiers. Et au niveau de la diffusion hertzienne, il y a aussi le DAB+. Alors oui, le DAB+, on en parle depuis des années. C'est apparu dans les années 90 au Royaume-Uni. À l'époque, c'était le DAB tout court. Le DAB, il est apparu comme une nouvelle technologie permettant de mettre plusieurs radios sur une même fréquence, avec un son potentiellement meilleur que celui de la FM et une écoute sans discontinuité sur les trajets routiers. Toutes les radios ou presque sont dans l'aventure, comme pour Radio Player. 25 radios nationales qui commenceront à émettre, d'abord sur l'axe Paris-Lyon-Marseille, puis progressivement sur le reste de la France. C'est bien ça, Olivier ? Ouais, c'est ça, et je dirais, c'est une des beautés du DAB+, c'est qu'on peut ajouter autant d'émetteurs qu'on veut sur son canal de diffusion et donc densifier sa couverture sans interférence d'une ville à l'autre. On sait qu'en FM, à cause des problèmes de synchronisation, il faut décaler les fréquences d'un émetteur à l'autre, d'une ville à l'autre. Et donc, on ne peut pas mettre beaucoup de radios juste parce qu'on doit espacer les radios. Dans le DAB+, à partir du moment où sur une plaque donnée, eh bien, on peut densifier son réseau autant qu'on veut de façon à couvrir parfaitement sa zone de diffusion. Avec le DAB métropolitain qui va être lancé cet été, on va voir la puissance de cette technologie. Parce que potentiellement, dans quelques années, eh bien, on aura 25 radios nationales qui pourront émettre sur l'ensemble du territoire, dans n'importe quel coin, sur n'importe quelle route, sans avoir à attendre un appel à candidature pour compléter des trous dans la couverture. Les radios, à partir du moment où elles densifieront leur parc d'émetteurs, eh bien, elles pourront couvrir toutes les zones qu'elles le souhaitent sur l'ensemble du territoire. Je propose d'écouter le spot pour promouvoir le DAB+, visant à expliquer au grand public l'intérêt du DAB+. On écoute. Chez nous, on est plutôt gâtés. Grâce à la radio, on peut se réveiller en musique, on peut avoir les infos au petit déjeuner et sur le chemin du boulot, on peut entendre les dernières infos trafic. Tout cela n'est pas prêt de changer. En revanche, ce qui change, c'est la technologie pour écouter la radio. Car tout comme la télévision et la photo sont passés au digital, la radio fait aussi sa transition numérique. Aujourd'hui, vous passez déjà près d'un 1/5 de votre temps à écouter la radio en numérique, sur votre ordinateur, votre téléviseur ou via une app sur smartphone ou tablette. Mais tout cela a un coût, car vous devez aussi payer une connexion Internet ou la télédistribution. La solution, c'est d'écouter la radio en DAB+, un signal audio numérique diffusé par voie hertzienne. Ce successeur digital de la FM offre la meilleure qualité sonore, gratuitement et où que vous soyez dans notre région. Le DAB+ vous permet non seulement de trouver très facilement vos stations favorites par leur nom, il donne aussi accès à un tas de nouvelles radios et même à des infos sous forme d'images et de textes. Car si votre récepteur DAB+ le permet, vous recevez aussi des infos visuelles sur le titre qui passe ou sur la météo par exemple. Le DAB+ est le nouveau standard radio européen. Vous trouverez déjà en magasin de très nombreux récepteurs DAB+, à des prix tout à fait abordables. En voiture, la généralisation de ce nouveau standard sera encore plus rapide. À partir de 2021, une directive européenne impose aux constructeurs automobiles de rendre leur autoradio compatible DAB+, sans supplément de prix, comme beaucoup de marques le proposent déjà. L'avenir de la radio est donc numérique. De plus en plus d'auditeurs vont découvrir les avantages du numérique et passer au DAB+. Car cette nouvelle technologie numérique est gratuite, plus fiable, plus diversifiée, plus visuelle,
plus simple, plus verte et plus sûre. Le numérique est partout, dans votre radio aussi, grâce au DAB+. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le DAB+, en surfant sur dabplus.fr. DAB+, ma radio en mieux. 25 radios nationales partout en France. Toi, ça te fait rêver, Olivier? Ah oui, ça fait rêver parce que je pense que c'est une vraie chance pour la radio, vraiment d'avoir une très grande qualité d'offre, c'est-à-dire en termes de nombre, mais aussi, encore une fois, sur la couverture. Alors bien sûr, pour les auditeurs, il va falloir s'équiper, ce qui n'est pas forcément évident à l'heure des smartphones, mais l'automobile devrait bien aider puisque les radios doivent désormais avoir le DAB+ de série conformément à la loi. Côté réception à la maison, les prix ne font que baisser avec l'augmentation de la taille du marché, donc les auditeurs devraient aussi trouver leur compte. Avec le déploiement du DAB+ un peu partout en Europe, alors il y a des exceptions, mais avec le déploiement un peu partout en Europe, eh bien on a un vrai mouvement d'ensemble sur l'Europe, un petit peu comme pour Radio Player. Des ondes Vocast.